Imaginez l'excitation lorsque vous vous attachez dans votre attraction préférée du parc d'attractions. L'adrénaline monte à chaque cliquetis de la voie. Mais que se passerait-il si cette attraction se transformait en un cauchemar dont vous ne pouvez pas vous échapper ? Cette peur est devenue bien trop réelle lorsque, en une seule semaine, 5 personnes sont mortes dans une série d'accidents de montagnes russes. Des familles ont été laissées dévastées. Les enquêtes ont révélé des problèmes de sécurité flagrants. Et au final, toute une industrie a dû changer. Voici comment s'est déroulée la semaine la plus sombre pour les parcs d'attractions américains. Vendredi 20 août 1999, le parc Lake Compounce à Bristol, Connecticut est en effervescence. Matthew N. Says Hans travaille à l'attraction Le Tornado, un manège tourbillonnant installé sous une tente sombre. Alors que le manège approche de la fin de son cycle, Matthew franchit une ligne de sécurité jaune et s'approche de l'attraction. Peu après, Anton il est renversé et coincé sous le manège. Les pompiers sont arrivés rapidement et ont utilisé des coussins gonflables pour soulever la structure. Matthew a été transporté par hélicoptère à l'hôpital, mais il est malheureusement décédé le lendemain matin. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune défaillance dans l'attraction. Il était courant que Matthew entre dans l'attraction prématurément, mais aucune infraction à la sécurité n'a été signalée et il n'a jamais été sanctionné. Alors que Bristol était en deuil, un autre accident survint 2 jours après. La tragédie a frappé au parc d'attractions Paramount's Great America à Santa Clara, en Californie. Cet après-midi-là, Joshua Smurfat, âgé de 12 ans, est monté avec enthousiasme à bord de l'attraction Drop Zone, impatient de vivre des sensations fortes. L'attraction promettait une expérience inoubliable. Les passagers montaient à 200 pieds avant une chute libre de 129 pieds. Quand le sol semblait approcher trop vite, un frein magnétique s'activait et ralentissait l'attraction jusqu'à l'arrêt. Mais cette fois, rien ne s'est passé comme prévu. Suite à une erreur informatique, seules 3 des 5 pistes fonctionnaient chemin. Cela signifiait que Tammy, la mère de Joshua, ne pouvait pas l'accompagner comme d'habitude. Lorsque l'attraction a descendu, l'excitation a viré à l'horreur quand le garçon de 12 ans a glissé hors de son harnais à 15 mètres de haut. La mère affolée a voulu courir vers lui, mais la barrière l'en a empêché. Josué a chuté à plus de 100 km/h, percutant la base en béton de l'attraction à seulement 1,50 m de sa position. L'impact a été dévastateur et fatal. Les enquêteurs ont rapidement révélé toute une série de défaillances qui ont pu contribuer à l'accident. 2 ans auparavant, un capitaine des pompiers avait remarqué un espace entre le siège et le harnais, exprimant son inquiétude qu'une personne de petite taille puisse glisser à travers. Sa recommandation d'ajouter une ceinture de sécurité a été rejetée. Le jour de l'accident, l'attraction était opérée par un garçon de 14 ans. Des déclarations contradictoires existantes aussi sur l'efficacité avec laquelle l'employé de 16 ans avait attaché Joshua. Malgré ces problèmes, la police n'a trouvé aucun motif pour engager des poursuites contre Paramount's Great America. Leur enquête a conclu que le harnais de sécurité était en position verrouillée pendant toute la durée de l'attraction et qu'il n'y avait aucune preuve de défaillance mécanique ou d'erreur de l'opérateur. En réponse, le parc a installé une courte ceinture de retenue sur chaque siège pour relier le harnais par-dessus l'épaule au siège, empêchant ainsi les passagers de glisser hors de l'attraction. Malgré ces avancées en sécurité, une nouvelle tragédie a eu lieu le lendemain dans un autre parc Paramount. La vie d'un jeune homme de 20 ans s'est tragiquement terminée à Kings Dominion, Virginie, à bord des montagnes russes Shockwave. Cette montagne russe debout, fabriquée par Togo Japon Inc., avait déjà transporté plus de 13 millions de passagers depuis 1986, atteignant 80 km/h. L'attraction commençait par une chute vertigineuse de 26 mètres. Ce soir-là, Timothée Fan est monté sur le Shockwave avec son ami et d'autres amateurs de sensations fortes. Le train de 6 wagons a quitté la gare et entamé la montée mécanique. Très vite, le comportement de Timothée parut étrange. Des témoins oculaires l'ont vu s'agiter activement et lutter contre le harnais rigide des épaules, réussissant à libérer un de ses bras dans l'air libre. Au sommet de la montée, les montagnes russes entamèrent la descente et le corps de Timothée se contorsionna sur le côté.
À la fin du parcours, le Shockwave ralentit en sortant d'une ligne droite, puis prit un virage à 180 degrés. À ce moment, les forces sur son corps non sécurisé ont été trop puissantes. Dans une scène effrayante, il a été violemment éjecté du train de montagne russe à grande vitesse par la force G. Le corps de Timothée s'est écrasé 40 pieds, plus bas, sous la passerelle étroite à côté des rails. Bien que les secours soient arrivés rapidement sur les lieux, le traumatisme crânien qu'il avait subi s'est avéré trop grave et il est décédé sur place. Dans la foulée, le manège Shockwave a été immédiatement fermé tandis que le bureau du shérif lançait une enquête sur cet incident tragique. Le personnel du parc a insisté sur le fait que le double système de retenue de Timothée composé d'un harnais d'épaule et d'une barre de taille, était bien verrouillé lorsque le manège est revenu à la station, ce qui suggère qu'il n'y a pas eu de défaillance mécanique. Un témoin oculaire, ami de Timothée, était avec lui sur le manège. Il a dit aux autorités avoir vu son ami se tortiller et sortir du système de retenue. Bien qu'on ne sache pas avec certitude pourquoi le jeune homme de 20 ans a essayé de sortir du système de retenue, les enquêteurs pensent qu'il essayait probablement de lever les bras au-dessus de sa tête, quelques instants avant d'être projeté vers la mort. En fin de compte, la faute a été attribuée au manquement du passager à suivre les consignes de sécurité appropriées. 3 jours après l'incident, l'attraction a rouvert. Alors que la famille de Timothée insistait sur le fait qu'un grand 8 bien conçu devrait empêcher les passagers de se mettre en danger, Kings Dominion a maintenu sa position sur une faute du passager après son enquête. La crédibilité de cette affirmation a été remise en cause lorsqu'un adolescent a réussi peu après à sortir volontairement du harnais, subissant de légères blessures. En 4 jours, il y avait désormais eu 3 accidents mortels de montagnes russes. Alors qu'il semblait que la vague de tragédie allait s'estomper, Six Flags Marine World à Vallejo est devenue la prochaine scène du désastre. J'ignorais ce que c'était ni si ce manège fonctionnait, mais tout le monde criait et les gens en bas fuyaient comme si quelqu'un allait tomber. Le Boomerang Coast to Coaster est un manège qui s'élève à 125 pieds de haut et atteint des vitesses de 48 miles à l'heure. Il commence avec les passagers qui sont tirés en arrière sur une pente raide. Une fois au sommet, les wagons sont relâchés et avancent à travers 3 boucles en tire-bouchon avant de s'arrêter à l'autre extrémité, puis ils repartent en marche arrière pour refaire les boucles en sens inverse. Au cours d'un trajet, des témoins ont rapporté avoir entendu un fort craquement et vu un long câble noir épais se détacher et fouetter autour des rails. Là-haut sur les montagnes russes, la panique a éclaté alors que les passagers craignaient pour leur vie. L'incident a provoqué l'arrêt du train entre 2 inversions, piégeant certains passagers la tête en bas pendant 3 heures et demie sous une chaleur de près de 40 degrés Celsius. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais avant la fin de la semaine, un autre accident s'est produit et c'était peut-être le plus éprouvant de tous. Le Wild Wonder était le joyau du Wonderland Pier de Gillian à Ocean City, New Jersey. Fabriquées par Zamperla, ces montagnes russes ultramodernes avaient ouvert leurs portes seulement quelques semaines plus tôt. Le parc avait investi $1 million dans l'attraction, espérant ainsi attirer plus de visiteurs dans cette destination balnéaire. La nouvelle montagne russe offrait un parcours en zigzag, avec des voitures tirées en haut d'une pente de 12 mètres. Au sommet, les voitures étaient lâchées et avançaient par gravité dans les virages et descentes. Ce soir-là, Kimberly Bailey et ses filles, Jessica, 8 ans, et Catherine, 6 ans, ont décidé de s'amuser sur le Wild Wonder. Cependant, Catherine était trop petite pour satisfaire aux exigences de taille de l'attraction. Cette précaution de sécurité allait épargner à la fillette le sort horrible qui attendait sa mère et sa sœur. Alors que la voiture en forme d'ours en peluche transportant les deux commençait son ascension, quelque chose a terriblement mal tourné. Sans avertissement, la voiture a perdu de l'adhérence et a commencé à dévaler en arrière. Elle a dévalé la piste qu'elle venait de monter, chutant rapidement sur une trentaine de mètres. À la base de la montée, elle a rencontré un virage serré à 90 degrés, un tournant jamais conçu pour être pris à une telle vitesse, encore moins en marche arrière. La force centrifuge s'est avérée trop forte pour la barre de sécurité du wagon et en un instant terrifiant, Kimberly et Jessica ont été violemment éjectées du wagon. Mais le chaos ne s'est pas arrêté là.
Le wagon a poursuivi sa course incontrôlée, percutant une file de wagons en attente et blessant 2 autres passagers. Les services d'urgence se sont précipités sur les lieux, mais il était déjà trop tard pour Kimberly et Jessica. Elles ont été déclarées mortes peu de temps après leur arrivée à l'hôpital. À la suite de la tragédie, les enquêteurs de l'État ont lancé une enquête intensive de 5 mois. En examinant de plus près le fonctionnement des montagnes russes, un tableau inquiétant de défaillances mécaniques et de défauts de conception a commencé à apparaître. 2 problèmes majeurs étaient au cœur de la catastrophe. D'abord, la voiture transportant les Bailey a reculé car le bras sous la voiture, destiné à accrocher la chaîne tirant la traction vers le sommet, était trop usé pour s'enclencher. Au lieu de continuer à monter, la voiture a été laissée descendre la pente. Dans des conditions normales, un frein anti-recul aurait empêché la voiture de glisser en arrière, mais cette nuit-là, les freins n'ont pas réussi à s'enclencher. Les dispositifs anti-recul classiques s'accrochaient à des dents de scie sur la voie pour empêcher la voiture de reculer. C'est le cliquetis typique de la montée, mais les enquêteurs ont découvert que le système avait été modifié à la demande du parc. Ils le jugeaient trop bruyant pour les résidents à proximité. Zamperla a conçu un mécanisme de mâchoire pour mordre la voie et éviter les retours, remplaçant le système traditionnel de cliquet et verrou. Cependant, les dents de ces freins se sont rapidement détériorées après l'ouverture de l'attraction en juillet. Le 17 août, seulement 11 jours avant l'accident, les opérateurs de l'attraction ont dévissé le système de freinage d'origine de chacune des 4 voitures du Grand 8 et en ont soudé de nouveaux qui avaient été fabriqués dans un atelier d'usinage local. Mais ils n'étaient pas faits d'acier trempé et se sont rapidement usés. La nuit de l'accident, les dents étaient en trop usées pour empêcher le retour en arrière. Les freins étaient aussi actionnés par des ressorts qui les poussaient contre le rail. Les ressorts installés étaient trop faibles pour assurer la pression requise. De plus, les pièces censées agripper la voie n'étaient pas correctement alignées. La dernière inspection d'état de l'attraction a eu lieu en juillet, avant ces modifications. Les modifications non seulement ne respectaient pas les normes du fabricant, mais avaient également été mises en œuvre sans l'approbation requise de l'État. Et si cela ne suffisait pas, l'incident a également révélé des défauts de conception inhérents à la construction des montagnes russes. La barre de sécurité, bien qu'efficace pour les mouvements vers l'avant, s'est révélée inutile face aux forces exercées lors des mouvements en arrière. De plus, le côté ouvert de la voiture, pensé pour l'entrée, est devenu une sortie mortelle quand l'attraction a changé brusquement de direction. Les enquêteurs ont fait une nouvelle découverte glaçante. Moins d'1 heure avant la tragédie, une mère et sa fille ont vécu des mouvements erratiques de leur voiture sur les montagnes russes, avançant et reculant plusieurs fois. La mère a subi de graves entorses à l'épaule et au cou, tandis que sa fille a eu une blessure mineure à la tête. Ils ont signalé le problème aux responsables du parc, leur demandant de stopper totalement les montagnes russes. L'attraction a été temporairement fermée et inspectée, mais les opérateurs n'ont trouvé aucun problème apparent et l'ont rouverte. Selon la loi, la seule obligation du parc était de signaler la blessure qui nécessitait des premiers secours. L'attraction ne devrait être fermée que si les blessures entraînaient un transport à l'hôpital en ambulance. Cet incident a mis en lumière d'importantes lacunes dans la réglementation de la sécurité de l'État, appelée « faille des montagnes russes ». Cela désigne l'absence de supervision fédérale des attractions de parcs fixes, installées en permanence au même endroit. La faille est survenue en 1981, quand la Commission de la sécurité des produits de consommation a perdu le pouvoir de réguler ces attractions sous la pression de l'industrie des parcs d'attractions. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ? Les législateurs du New Jersey ont proposé de modifier en profondeur la réglementation sur la sécurité des attractions de l'État. Le propriétaire du parc ainsi que le fabricant de l'attraction avaient tous deux été condamnés à l'amende maximale autorisée par la loi. Le parc Wonderland Pierre de Gillian a reçu une amende de 25 000 $ pour 5 infractions aux normes et Zimperla une amende de 30 000 $ pour 6 infractions. Les amendes étaient les plus élevées autorisées et la plus importante jamais donnée à une attraction alors.
L'une des principales mesures proposées a été de multiplier par 10 le plafond des amendes pour infraction à la sécurité, passant de 5 000 à 50 000 $ par infraction. Les propositions allaient au-delà de l'augmentation des amendes. Les enquêteurs de l'État peuvent aussi émettre des assignations à comparaître pour exiger témoignages et documents lors d'enquêtes sur la sécurité. Et désormais, les fabricants de manèges devront fournir des plans d'ingénierie détaillés et signaler les accidents impliquant le même manège dans d'autres États. Les enquêteurs ont constaté l'absence de normes uniformes, des mesures de sécurité insuffisantes et un manque d'autorité réglementaire entre les États. Les manèges permanents des grands parcs à thème dépendent des États, entraînant diverses normes de sécurité. Certains États, comme la Californie et le Texas, disposent de programmes de sécurité stricts, tandis que 8 États n'ont aucune agence de surveillance. Notamment, les grands parcs de Floride, comme Disney World, sont exemptés des contrôles gouvernementaux. La plupart des États exigent des inspections annuelles des manèges, mais seuls 10 imposent une inspection à chaque installation d'un manège portable. Cela signifie qu'un manège de fête foraine peut ne pas avoir été contrôlé depuis la dernière foire. Les exigences pour les opérateurs varient également. 9 États seulement imposent aux opérateurs de manèges d'avoir au moins 18 ans, permettant ainsi à des lycéens de les faire fonctionner. En outre, 36 États imposent aux parcs de signaler blessures graves ou décès, mais seuls 17 exigent déjà des rapports sur les dysfonctionnements des manèges. Ce manque d'uniformité complique l'identification des tendances et la promotion des améliorations par les spécialistes de la sécurité et les chercheurs dans l'industrie. Les tragiques événements de août 1999 rappellent celui que de grandes sensations s'accompagnent de grandes responsabilités.